Repartir, redécouvrir, revivre. Renault. Torchman Metal, pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal, la résistance certifiée. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion en ligne et profitez de notre vitrine virtuelle confortablement depuis chez vous. Vous commandez, Autohéros livre gratuitement la voiture que vous voulez, là où vous voulez. Et vous achetez en toute sécurité avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros. Harold se sent bien ici. C'est bien ici, c'est bien ici, c'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. C'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Vous avez remarqué que dans le mot fromage, il y a mage? Eh bien, le mage de l'affinage, c'est lui. C'est grâce à lui que le reblochon se teint de saveurs douces et subtiles. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Découvrez mes idées gourmandes sur reblochon.fr. Accompagnez Johnny Hallyday sur l'une de ses plus belles motos, Indian Springfield. Construisez pas à pas cet incroyable modèle de la légendaire marque américaine. Une réplique d'une qualité exceptionnelle. Les premières pièces et le fascicule, 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux. Altaïa. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Tenez. Ah, merci. Mesdames et messieurs, notre train a franchi les 300 km/h. D'ailleurs, la vitesse, c'est très facile à calculer. C'est la distance divisée par le temps. Allez, bonne journée. Et merde. TGV Inouï, voyagez avec votre temps. Ça, c'est Marc. Ça, c'est son jardin. Joli, le jardin. Et ça, c'est sa borne anti-moustique et connectée Kista, qu'il peut contrôler avec ça, pour que dans son jardin, il y ait beaucoup moins de ça, grâce à ça. Du coup, Marc est content, et nous aussi. Rendez-vous sur kista.com. Et si nos histoires de veines s'écrivaient avec Daflon? Daflon 500 mg, efficacité cliniquement démontrée dans les troubles de la circulation veineuse. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Il y a l'énergie que vous dépensez sans compter et l'énergie que vous pouvez économiser grâce à Elio. Que vous soyez chef d'entreprise, gestionnaire de copropriété ou responsable de collectivité territoriale, Elio vous accompagne dans l'optimisation de vos performances énergétiques. Rendez-vous sur elio.com. Chaque génération a ses nouveaux conducteurs. Chez Ornicar, nous vous assurons dès le premier jour. Et nous restons à vos côtés le jour d'après. Et celui d'après. Et celui d'encore après. C'est parce que nous vous connaissons depuis vos débuts qu'Ornicar lance une assurance auto, simple et transparente, à partir de seulement 12 € par mois. Ornicar, la conduite en toute sérénité. Regardez votre chronique avec l'identité numérique La Poste. La clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne. Bonsoir à tous, il est 22 h, bienvenue dans BFM Soir. Voici les titres. Le plan blanc déclenché en Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence est 4 fois supérieur au seuil d'alerte. Ce sont les départements du littoral qui sont les plus touchés. Mon invité dans un instant, Benoît Elbod, le directeur général de l'Agence régionale de santé. Situation extrêmement compliquée dans les territoires d'outre-mer. L'état d'urgence sanitaire sera déclaré demain par décret lors du Conseil des ministres pour la Polynésie. Le reconfinement pour 3 semaines de la Martinique débute ce soir. Service de réanimation bondé, taux d'incidence qui explose. Le gouvernement évoque une situation catastrophique. Sébastien Lecornu est attendu aux Antilles ce soir. C'est également le cas de 240 soignants et 70 pompiers. Les chiffres et les réactions, c'est à suivre avec mes invités. Lionel Messi à Paris, le footballeur argentin est arrivé cet après-midi au Bourget, accueilli par des dizaines de supporters. Après la traditionnelle visite médicale, l'ex-star du FC Barcelone s'est rendu au Parc des Princes. On ignore encore le montant du contrat et la durée de son engagement. Le point complet avec nos envoyés spéciaux et nos spécialistes en plateau.
On en sait plus sur le meurtre du père Olivier Maire. L'autopsie a montré 6 lésions à la tête. Alors que le suspect est toujours en service psychiatrique. Après la Corse, après PACA et après l'Occitanie, le plan blanc va donc être déclenché en Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir Benoît Elbod. Pardon pour ma voix qui est en train de partir. Vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Le taux d'incidence est en pleine explosion. C'est l'une des raisons qui explique cette mesure. Alors bonjour, bonsoir. Donc en fait c'est surtout l'explosion qui a eu lieu du taux d'incidence ces dernières semaines, avec comme vous le savez un impact sur l'hospitalisation 2 à 3 semaines après le taux d'incidence qui nous font prendre ces mesures. Parce qu'aujourd'hui le taux d'incidence a tendance à se stabiliser dans la région. Par contre la vague de patients, nouveaux patients qui vont arriver à l'hôpital va arriver sur tout le mois d'août, liée à l'augmentation très importante de l'incidence sur le mois de juillet. En une semaine c'est plus de 100 patients à l'hôpital dans la région, dont 50 en réanimation. En quoi va consister ce plan blanc précisément? On sait que c'est une initiative et c'est un dispositif très, très codifié. Alors le plan blanc, alors là on a déclenché le plan blanc niveau 2. En fait le plan blanc ça permet aux établissements de santé de solliciter un certain nombre d'outils pour adapter leurs capacités à des afflux importants de patients. Qu'est-ce que c'est par exemple? C'est réorganiser les services. En temps normal, on n'a pas le droit de prendre une infirmière dans un service, le mettre dans un autre, changer les tableaux de garde, changer les tableaux d'astreinte. Quand il y a un plan blanc, l'établissement peut se réorganiser. Il peut aussi prévoir des déprogrammations si c'est nécessaire, pour des opérations non urgentes, bien sûr, sans qu'il y ait de perte de chance pour les patients. Enfin, par exemple, il peut aussi rappeler du personnel qui est en congé. Donc toutes ces mesures sont possibles dans les établissements parce qu'on a déclenché le plan blanc niveau 2. Justement, qu'en est-il du taux d'occupation de ces lits? Est-ce qu'il y a encore des lits en réa qui sont disponibles pour les patients Covid qui pourraient être arrivés? Encore un petit peu, mais justement, on anticipe. On sait qu'à ce rythme de nouveaux patients en réanimation, d'ici la semaine prochaine, on n'aura plus assez de place. Il y a beaucoup d'entrées. Je vous ai dit, en une semaine, 50 patients supplémentaires. On est passé de 50 patients en réanimation pour le Covid à 100 en une semaine, sur 500 lits de réanimation dans la région. Donc j'ai demandé à ce que pour la semaine prochaine, on ait au moins 100 lits supplémentaires pour faire face à potentiellement cet afflux de patients. Ce qui est frappant pour cette région de Nouvelle-Aquitaine, c'est que ce sont les départements du littoral qui sont les plus touchés. Alors, quelle est la différence et comment vous l'expliquez? Alors les départements du littoral sont le plus touchés parce qu'il y a bien sûr eu, ce sont des départements touristiques avec plus de brassage de population. C'est pour ça que le virus a plus circulé, mais on voit dans les autres départements que c'est également en augmentation. Et malheureusement aujourd'hui, il nous reste encore un trop grand nombre de personnes fragiles qui ne sont pas vaccinées, 10 à 15%, et 10 à 15% avec des taux d'incidence autour de 200, eh bien, ça fait un afflux dans les hôpitaux. Je vous pose la question parce que pour la Corse, le plan blanc avait été déclenché et les tests montraient que 80% des cas positifs étaient des résidents corses, 20% seulement des touristes. Est-ce que ça veut dire qu'avec évidemment l'afflux des touristes dans cette région de Nouvelle-Aquitaine, on peut avoir encore une accélération supplémentaire? Oui, alors pour l'instant, ce qu'on n'explique pas, c'est que sur ces départements côtiers, le taux d'incidence n'augmente plus. Il s'est stabilisé, voire il diminue un petit peu, mais pas franchement. Donc on arrive à un plateau et on a à peu près stabilisé autour de 300, un peu en dessous de 300. Ou autour de 200, 250. Et donc on ne sait pas pourquoi on ne monte pas autant que d'autres départements touristiques qui sont montés de manière beaucoup plus vite. Aujourd'hui, bon, on touche du bois, mais on est content de cet arrêt d'augmentation du taux d'incidence. Mais encore une fois, la vague de patients hospitalisés qui suit une vague de taux d'incidence, elle va arriver au mois d'août avec, en conséquence de ce taux d'incidence qui a fortement augmenté au mois de juillet. Benoît Elbod, difficile de ne pas regarder avec attention ce qui se passe dans les territoires d'outre-mer et de se dire que ça pourrait rattraper la métropole. Est-ce que c'est une crainte réelle ou crédible selon vous désormais? Alors non, pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, malheureusement dans les Antilles, c'est l'explication de ce que l'on vit, c'est un faible taux de vaccination. Aujourd'hui, on sait que grâce à la vaccination, eh bien, on a réussi à éviter le pire. Avec les taux d'incidence que l'on a aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, autour de 200,
à 200 de taux d'incidence. Rappelez-vous, dans les premières vagues en Grand Est ou en Île-de-France, le système de santé était mis en échec. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, on a su protéger beaucoup de personnes à risque. Donc le système de santé tient, il est tendu mais il tient. Grâce à la vaccination, elle n'est malheureusement pas encore suffisante pour que le taux d'incidence n'ait plus d'impact sur l'hospitalisation. Il faut un taux de couverture vaccinale autour de 90%, un peu comme en Israël ou en Grande-Bretagne, pour vraiment avoir plus d'impact sur les hôpitaux, alors avec un taux d'incidence qui augmente. Merci beaucoup, Benoît Elbot, d'avoir été avec nous en direct ce soir pour réagir et nous expliquer la situation dans cette région de Nouvelle-Aquitaine. Dans un instant, je me tournerai vers mon invité Patrick Berche. Mais avant cela, je vous salue, William Tay. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes le président du think tank Le Millénaire. On sent bien que petit à petit, il y a un durcissement qui s'appuie sur des chiffres qui ne sont vraiment pas bons. Jusqu'où le durcissement, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on suit la même courbe que le Royaume-Uni depuis décembre et depuis l'apparition du variant anglais avec environ 1 mois et demi de décalage à 2 mois. Donc, ce qu'on a vu au Royaume-Uni, et puis en plus, qui est expliqué par la différence du taux de vaccination entre le Royaume-Uni et la France. Vraisemblablement, on n'est pas encore au pic, et le pic sera plutôt en septembre, voire en octobre, et qu'en fait, les mesures que nous sommes en train de prendre sont actuellement localisées, donc il n'y aura pas de mesures nationales dans la mesure où on a déjà un pass sanitaire, mais en fonction de l'évolution de la situation, plus éventuellement le retour des vacanciers dans leur territoire d'origine, on pourra avoir des mesures qui seront beaucoup plus locales dans des départements ou des régions qui ne sont actuellement pas touchées, comme l'Île-de-France notamment, et le Grand Est qui était durement touché lors de la première vague. Vraisemblablement, actuellement, les mesures sont plutôt bonnes et permettent de contenir, parce que ce qu'on voit au Royaume-Uni, c'est que l'augmentation du nombre de cas est un peu moins décorrélée avec l'augmentation du nombre dans les hôpitaux, dû égard à la vaccination. Mais il y a toujours un point, c'est qu'il faut évidemment, comme l'a souligné le directeur régional de l'ARS, augmenter la vaccination et surtout se concentrer sur les personnes à risque, auxquelles il y a environ 15 à 20% des personnes à risque qui ne sont toujours pas vaccinées. Mais vous le disiez, des mesures locales, mais un discours national. Jusqu'à quand cet équilibre peut-il durer? Jusqu'à quand Emmanuel Macron peut se déresponsabiliser, puisqu'il y a eu la mise en place du pass sanitaire, et on en a beaucoup parlé, on en parle notamment tous les samedis, mais jusqu'à quand ça peut durer cet équilibre politiquement? Je pense que ça va durer jusqu'à fin août, dans la mesure où je ne pense pas qu'il y aura de saturation des hôpitaux au niveau national. Quand on regarde les différentes courbes qu'on a pu voir, évidemment, c'est sous réserve d'interprétation, donc la situation sanitaire peut empirer, mais actuellement la situation sanitaire conduit à une saturation des hôpitaux dans des endroits spécifiques qui sont liés à des régions touristiques, donc soit les dom-tom, soit des régions du littoral, et il n'y a pas de saturation des hôpitaux au niveau national. Je ne pense pas que nous aurons une saturation des hôpitaux avant fin août. La question se posera à partir de début septembre en fonction du nombre de cas, du nombre de personnes primo-vaccinées et de la question de la saturation des hôpitaux. Actuellement, nous avons encore une petite marge qui nous permet d'avoir un traitement différentiel entre le national et la situation locale. Bonsoir Patrick Berche, merci d'être dans BFM Soir. Vous êtes professeur émérite et ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Quel regard portez-vous sur la situation épidémique d'un côté, mais surtout sur ces mesures de durcissement un peu partout? L'outre-mer, on en reparlera après la pause, et puis désormais une 4e région concernée par le plan blanc. Écoutez, c'est une situation qui est préoccupante, mais je suis d'accord avec votre interlocuteur précédent que je ne pense pas que les hôpitaux soient saturés grâce au taux de couverture de la vaccination. Évidemment, à la Guadeloupe et la Martinique, avec 15% de vaccinés, on est loin du compte. Et donc, actuellement, on va vers les 10 000 hospitalisés. Et on aura environ, d'après les derniers chiffres, 1600 personnes en réanimation. Donc, on a un potentiel de 7 000 lits, 6 à 7 000 lits de réanimation. Donc, je ne pense pas qu'on soit saturé. En revanche, je ne sais pas ce qui va se passer en septembre, lorsque toutes les personnes vont revenir. Et avec le changement de saison aussi, enfin le changement de climat, je crains qu'on puisse avoir plus de propagation. Et il faut absolument que les gens gardent à l'idée que les mesures barrières doivent être respectées à tout prix, en plus de la vaccination. Je reviens vers vous dans un instant, Patrick Berche, pour évoquer justement la situation en Outre-mer au bord de la catastrophe sanitaire. La Martinique est confinée pour 3 semaines. La Guadeloupe va-t-elle suivre sur les 2 îles? Les hospitalisations et les cas positifs explosent. C'est dans un instant. Regardez votre chronique avec l'identité numérique La Poste. La clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne.
Torchman Metal, pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal, la résistance certifiée. Pourquoi un compte, ça coûte bonbon? Et pourquoi une carte, ça coûte un bras? Et pourquoi tout ça, ça coûte la peau des fesses? Avec Nickel, un compte, ça coûte juste 20 €. Oui, oui, 20 €. Alors, qui dit mieux que moins cher? Qui? Nickel, un compte, une carte, un RIB. En 5 minutes chez votre buraliste. Rejoignez le mouvement. Découvrez l'alliance parfaite. Les arômes incomparables d'un café fraîchement moulu. Capturé par la technologie L'Or Aromalock. Pour un plaisir intense. L'Or, sans doute le meilleur café du monde. Une seule plateforme peut tous les réunir. RMC BFM Play. Live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web. Cet été, je veux juste me détendre. Ok, me détendre et peut-être courir. Mais surtout me détendre. Et courir. Et me remettre à nager. Donc me détendre, courir, nager et grimper au sommet d'une montagne géante. Me détendre, courir, nager, grimper et renverser un gros pneu tracteur. Ok, me détendre, courir, nager, gravir une montagne, renverser des pneus et devenir ceinture noire de taekwondo. Bon, tu veux toujours te détendre? Retrouvez vos jeux préférés où vous voulez sur l'appli FDJ. À télécharger maintenant. Découvrez le héros le plus rebelle de l'Ouest américain, le lieutenant Blueberry, le chef-d'œuvre de la bande dessinée en édition collector. Fort Navarro, 1,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Torchman Metal, pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal, la résistance certifiée. Vous savez quoi? Même en vacances, mes clients prennent rendez-vous sur carglass.fr. C'est simple, ils choisissent le lieu, le créneau. En quelques clics, c'est fait. Comme ça, pas de changement dans leur programme. Alors vous aussi, même en vacances, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Norauto. Repartir, redécouvrir, revivre. Renault. Regardez votre chronique avec Identité numérique La Poste. La clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne. Une situation extrêmement grave, des taux d'incidence jamais connus en France. À partir de ce soir, la Martinique va donc vivre un nouveau confinement, 3 semaines pour éviter une catastrophe dans les hôpitaux, faire accélérer la vaccination et des renforts venus de métropole. 270 soignants, 240 soignants, 70 pompiers qui commenceront à travailler demain matin. Vous savez que la situation est compliquée. Le ministre Sébastien Lecornu a fait état de la gravité de la situation et donc ils sont en renfort pour les équipes soignantes des Antilles qui sont toutes mobilisées avec une situation particulièrement difficile. Donc tout le monde est sur le pont. Les professionnels de santé des Antilles attendent leurs collègues de métropole qui vont évidemment, comme l'a dit très bien Katia Julienne, renforcer tous les axes, la réanimation, la médecine, les soins de ville, le soutien psychologique. Et donc on a vraiment un panel d'experts qui ont une expérience de la pandémie, qui vont aller aider. Bonsoir Laurent Calistri, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes adhérent restaurateur de l'UMI Martinique. Comment vivez-vous ce nouveau confinement qui s'annonce? Eh bien écoutez, très difficilement. Très difficilement. On comprend les mesures qui sont imposées à partir de ce soir, parce qu'on a effectivement une vague épidémique très très forte en Martinique. Cependant, on subit déjà depuis bientôt un mois des mesures restrictives par paliers successifs qui nous ont déjà énormément affaiblis. Et donc, c'est un nouveau coup de massue pour nous en pleine saison touristique d'été.
Voilà, ici en Martinique, on a 2 fortes saisons touristiques. Bien entendu, la saison d'hiver, qui est d'ailleurs un peu plus étendue en durée que l'été. Nous avons déjà été impactés donc, par un confinement au milieu de cette saison d'hiver. Et nous avons ensuite la saison d'été, où là, nous perdons quasiment les 2 tiers de cette saison. Ça va être très, très difficile pour nous d'arriver à réaliser une trésorerie pour tenir jusqu'à l'éventuelle prochaine saison d'hiver. Parce voilà, qu'on rappelle que les touristes ont été vraiment invités, je précise juste pour les téléspectateurs que les touristes ont été invités par le préfet à quitter l'île de la Martinique. Comment vous expliquez cette situation, selon vous? C'est la défiance vis-à-vis des mesures sanitaires qui sont prises à Paris, c'est le non-respect des mesures barrières, c'est les infrastructures hospitalières qui sont insuffisantes. Comment vous justifiez, vous expliquez ce qui se passe en ce moment chez vous? Je pense que c'est une corrélation de toutes ces raisons que vous avez exposées. Une grosse défiance, effectivement, vis-à-vis de l'État, qui est déjà national, mais qui est encore plus forte chez nous par rapport à des dossiers, on va dire, historiques sur lesquels on ne va pas revenir parce que ce n'est pas l'objet. Mais cette défiance qui est donc accentuée dans nos territoires. D'autre part, il y a quand même un manquement des autorités. Nous, restaurateurs, on a été confrontés systématiquement à une concurrence déloyale des soirées privées. Et donc, on nous a restreints sur nos heures d'ouverture, on nous a fermés, alors que ce qu'on appelle ici les fêtes privées, mais qui sont des fêtes commerciales, il faut bien le comprendre, qui sont extrêmement rémunératrices pour les organisateurs, ont continué et ont été à la limite même accentuées. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on passe d'un confinement 23h, 5h à un confinement 21h, 5h, les fêtes privées s'adaptent et les fêtes sont annoncées de 21h à 5h du matin. Et ça a été de gros clusters reconnus par le préfet, mais malgré tout, aucune intervention n'a eu lieu sur ces fêtes. Aucune intervention, je mesure mes mots. Absolument rien de fait. Et par contre, nous, restaurateurs, on a été progressivement fermés, alors que très sincèrement, les mesures étaient appliquées dans nos établissements. On maîtrisait la situation et le préfet lui-même reconnaissait l'absence de cluster reconnu en restauration sur l'île. Donc, on a beaucoup de mal à comprendre les mesures, je me précise bien, les mesures préalables. Au jour d'aujourd'hui, les mesures qui sont prises me semblent tout à fait en phase avec ce qui se passe chez nous. Mais je pense que le fait de nous fermer a contribué à l'augmentation des cas au lieu de diminuer. Voilà. Je comprends bien. Juste l'état d'esprit, le vôtre plus personnellement et ceux de vos proches, est-ce qu'il y a une forme de stress, d'angoisse, de panique avec ces chiffres qui donnent le tournis parfois? Écoutez, pour mon cas et pour beaucoup de proches, moi je suis vacciné, mais je respecte par contre la liberté de ceux qui ne veulent pas le faire. J'estime que la liberté individuelle doit quand même être respectée. Je trouve que la société est énormément divisée ces derniers temps avec cette histoire de passe sanitaire qui veut se mettre en place. Ça va être très compliqué chez nous. On va avoir du mal à atteindre peut-être 35% de taux de vaccination à terme. Je pense qu'on ne les dépassera pas. Donc un pass sanitaire avec 35% de vaccination, ça me semble extrêmement difficile. Donc on est en train de clasher la société et ça me paraît complètement ubuesque. Mais nous, beaucoup... Alors de la colère, oui et non. Oui et non, parce que ça sert à rien d'être en colère. Il y a quand même des gens qui meurent aujourd'hui. Il y a des familles en deuil. Ça, tout le monde se doit de respecter ça. Donc maintenant, il est vrai qu'il y a une telle hostilité aux mesures mises en place que ça s'est concrétisé par un effet inverse, c'est-à-dire que effectivement, on a vu ce que les jeunes appellent des soirées Covid, comme en métropole, où les jeunes s'amusent entre guillemets. Vrai ou faux, vrai ou fake, mais à se refiler le Covid, ça n'a pas de sens. Il faut penser que derrière, il y a les aînés, il y a les parents, il y a les grands-parents. Donc là, on peut pas nier la vérité, si vous voulez. Là, il y a énormément de monde à l'hôpital. L'hôpital est saturé. Les soignants sont en souffrance. La Martinique est en souffrance. Mais je pense que la situation aurait pu être beaucoup mieux gérée si les services de l'État avaient mieux communiqué avec les professionnels et avaient écouté les professionnels. On gérait la situation. Il fallait nous laisser gérer la situation et il fallait
à tout ce qui était en parallèle, qui se passait sur l'eau comme sur terre, hein, parce qu'on a parlé des soirées terrestres, mais vous savez, les soirées sur l'eau chez nous, avec 20, 30, 40 bateaux à couple, c'est-à-dire les uns arrimés aux autres, et 200, 300, 400 personnes, c'est quelque chose là, pratiquement de journalier. Je le comprends évidemment. Laurent Calistri, je vais juste me permettre de vous interrompre parce que je vois l'analyse sanitaire de Patrick Berche sur ce dossier. Merci d'avoir été avec nous en direct ce soir. Patrick Berche, quelques chiffres. Martinique, taux d'incidence 1176, 1855 pour la Guadeloupe. Quand je disais il y a quelques secondes que ça donnait le tournis, c'est peu de le dire. Oui, c'est la conjonction de plusieurs facteurs qui ont déjà été évoqués. Il y a d'abord et avant tout le comportement. Le comportement dans toutes les pandémies, toutes les épidémies qui se transmettent, le comportement humain est vraiment très important. À côté de ça, il y a le très faible taux de vaccination, 15%, peut-être 20% bientôt, c'est vraiment très faible. Et puis, il y a un virus particulièrement contagieux qui se dissémine. Et donc, moi, je ne sais pas quelle est la solution pour la Martinique, sinon qu'il faille vacciner beaucoup plus et surtout respecter le geste barrière. D'après mes informations, les gestes barrières n'étaient absolument pas respectés nulle part jusqu'à il y a très peu de temps. Et donc, voilà. Alors après, la mise en place du pass sanitaire, ça n'est pas la panacée, mais ça peut peut-être contribuer à stopper partiellement le virus. Mais malheureusement, on est obligé d'aller vers le confinement parce que sinon, ce sera catastrophique sur le nombre de morts. Et je signale aussi qu'il semble qu'il y ait pas mal de jeunes parmi les hospitalisés. On a même des morts parmi les jeunes. En tous les cas, la moyenne d'âge a baissé d'au moins 10 ans ou 15 ans. Et il y a beaucoup de personnes fragiles qui pourront être hospitalisées parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc c'est une situation très critique qu'il faut essayer de contrôler par la vaccination et puis par ces confinements totaux qui ont été décrétés par le préfet. On se retrouve dans un instant, Patrick Berche, pour évoquer la situation dans les Antilles, situation catastrophique, mais également en métropole avec ce nouveau plan blanc qui a été déclenché. Dans un instant, Messi à Paris, c'est fait. Le footballeur argentin est ce soir dans son hôtel après avoir passé la visite médicale. Et à l'instant, on apprend que Lionel Messi portera le numéro 30 au PSG. Les premiers maillots seront disponibles demain. C'est dans un instant. Regardez votre chronique avec l'identité numérique La Poste. La clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne. Nous, on ferait n'importe quoi pour rester à la maison. Avec Alliance Piscine, partez en vacances toute l'année sans bouger de chez vous. Et pour 1 € de plus, votre piscine avec chauffage connecté. Torchman Metal, pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal, la résistance certifiée. Besoin de faire remplacer votre pare-brise? Prenez rendez-vous sur carglass.fr. Il suffit d'entrer votre numéro d'immatriculation, de choisir le centre et l'heure du rendez-vous. Facile. Chez Carglass, on remplace votre pare-brise avec la plus grande précision. Et on recalibre la caméra qui est derrière. On le fait dans les règles de l'art systématiquement pour que ça fonctionne correctement. Et systématiquement, on vous remet une attestation. C'est ça, l'engagement chez Carglass. Alors, pour prendre rendez-vous directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Carglass remplace. Retrouvez vos jeux préférés où vous voulez sur l'appli FDJ. À télécharger maintenant. Canon, ta voiture, elle est neuve! On dirait, hein? Acheté d'occasion sur un Aramis Auto, reconditionné par des experts, à des garanties 1 an. Ah, tu vois, t'étais à 2 doigts de me convaincre, mais le bip là, c'est insupportable. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com.
Chez De Giro, nous souhaitons rendre l'investissement accessible à tous ceux voulant bâtir leur propre avenir financier. Que vous investissiez activement ou suiviez les marchés passivement, notre plateforme primée est la vôtre. Investissez comme plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde entier à des frais sans précédent. De Giro, le pouvoir financier vous appartient. Nous vous offrons maintenant vos 50 premiers euros de frais de courtage. Investissez dès aujourd'hui sur degiro.fr. Une seule plateforme peut tous les réunir. RMC BFM Play. Live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web. Repartir, redécouvrir, revivre. Renault. Regardez votre chronique avec l'identité numérique La Poste. La clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne. – 22h30, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans BFM Soir. Voici les titres. Le plan blanc déclenché en Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence y est 4 fois supérieur au seuil d'alerte. Ce sont les départements du littoral qui sont les plus touchés. Situation extrêmement compliquée dans les territoires d'outre-mer. L'état d'urgence sanitaire sera décrété pour la Polynésie française demain lors du Conseil des ministres. Le reconfinement pour 3 semaines de la Martinique débute ce soir. Service de réanimation bondé, taux d'incidence qui explose. Le gouvernement évoque une situation catastrophique. Lionel Messi à Paris, le footballeur argentin est arrivé cet après-midi au Bourget, accueilli par des dizaines de supporters. Après la traditionnelle visite médicale, l'ex-star du FC Barcelone s'est rendu au Parc des Princes. Messi, parisien jusqu'en 2023, portera le numéro 30. Le point complet avec nos envoyés spéciaux et nos spécialistes en plateau. On en sait plus sur le meurtre du père Olivier Maire. L'autopsie a montré 6 lésions à la tête alors que le suspect est toujours en service psychiatrique. Nous avons recueilli les témoignages du frère de la victime. C'est donc une journée historique pour le Paris Saint-Germain. Lionel Messi est arrivé à Paris où il a signé un contrat. Premier moment fort, 15h51, le footballeur argentin à l'aéroport du Bourget. Avec le t-shirt « Ici c'est Paris », petit détour par l'hôpital américain de Neuilly pour la visite médicale. Et vous le voyez, apparition au balcon de son hôtel du Royal Monceau avec sa femme et ses 3 enfants. À chaque fois, des Messi, Messi scandés par les supporters. Bonsoir, c'est Diajous Freddy. Vous êtes donc devant cet hôtel, ce grand hôtel parisien. Il y avait de la foule, il y avait de l'enthousiasme. Il y a quelques heures, quelques minutes, un peu moins de foule, mais j'imagine toujours de l'enthousiasme pour ceux qui sont restés. Oui, il reste encore des supporters quand même ici devant l'hôtel du Royal Monceau. Vous pouvez le voir, il y a quand même encore quelques personnes et l'enthousiasme est toujours là car il y a quelques minutes, les supporters étaient en train de scander « Ici, c'est Paris ». Alors Lionel Messi, il est dans cet hôtel, il est plus exactement tout en haut, au dernier étage de l'hôtel. La lumière est toujours allumée, alors les fans espèrent le revoir une dernière fois avant qu'il aille se coucher. Et ici, il y a encore donc des supporters qui ont pris une pizza par exemple pour passer leur soirée au plus près de leur idole Lionel Messi. C'est le cas de Léa et Sylvain. Vous êtes là depuis un moment mais vous restez encore. Bonsoir, oui on reste, quitte à être là depuis au moins 6 heures. 6 heures, on reste jusqu'au bout et puis on aura peut-être la chance encore de le revoir parce qu'on l'a déjà vu tout à l'heure. Et voilà. C'était beaucoup d'émotions aujourd'hui de pouvoir le voir en vrai. Oui, surtout pour mon chéri. Grosse émotion pour moi qui est mon idole, Messi, mon idole depuis ses débuts. Donc je suis ému. Aujourd'hui, je suis vraiment ému. C'est le plus beau jour de ma vie. Il est enfin plus proche parce qu'on est déjà allé à Barcelone le voir
au Camp Nou. Et là, on est supporter de Messi, pas du PSG, désolé, mais ce sera plus facile pour le voir du coup. Et vous, vous restez jusqu'à quand alors ici ? Eh ben écoutez, là on s'est commandé une super bonne pizza, donc on attend de digérer un petit peu et puis on verra après si on reste encore une petite heure ou ça dépend, il y a encore un peu de monde, c'est sympa et puis ça fera des beaux souvenirs. Voilà, vous l'aurez compris, une bonne ambiance ici, donc jusqu'au bout, jusqu'à ce que la lumière s'éteigne dans la chambre de Lionel Messi. En tout cas, les supporters du PSG sont aussi ravis de cette venue, car Lionel Messi, 6 fois Ballon d'Or, a comme but de faire gagner le PSG, la Ligue des Champions qui n'a encore jamais été gagnée. Alors avec un trio d'attaque composé de Neymar, Mbappé, mais aussi Messi, la saison peut bien commencer. Pour l'analyse sportive, c'est Yajus Freddy en direct du Royal Monceau. Ces supporters qui vivaient leur plus beau jour, eh bien c'est aussi mon cas puisque j'accueille François Pinet sur le plateau. Bonsoir François. Oui, je suis un peu votre Messi. Exactement, journaliste RMC Sport. Bonsoir Nicolas Xismartov, vous êtes également journaliste mais chez nos confrères de SoFoot. Avant d'échanger en votre compagnie, voici un extrait de la petite vidéo de présentation de Lionel Messi. Elle vient de nous parvenir. François, c'est beau, mais ça reste du virtuel, du digital. À quand la même image avec ce numéro 30 c'est l'une des informations de la soirée. C'est une information importante d'ailleurs le 30, parce que demain à partir de 9h30, les supporters pourront acheter le maillot de Messi, s'arracher plutôt le maillot de Messi. Donc on attendait ce numéro, le numéro 30, c'est d'ailleurs le numéro qu'il avait à Barcelone quand il a débuté avec le Barça. Donc c'est un numéro qui lui tient à cœur. Oui, effectivement, on verra Messi normalement sur la pelouse. Alors peut-être que contre Strasbourg... Sur la pelouse, mais pas forcément en tant que joueur. Voilà, contre Strasbourg, il y aura la présentation à tout le Parc des Princes. Ça y est, c'est déjà plein. N'essayez pas d'y aller. Les 47 000 places du Parc des Princes. Ça a circulé sur les réseaux sociaux d'ailleurs pour revendre les places. C'est plein, effectivement. Les places sont très très chères désormais. Donc sans doute présentation officielle à tout le Parc des Princes samedi. C'est un Messi qui arrive en forme, certes, mais bon, il doit quand même refaire de l'entraînement, évidemment, après les vacances. Donc, on parle des débuts peut-être à Reims dans 2 semaines. Mais si vraiment le PSG veut faire ça en grand, ça pourrait être les débuts sur le terrain après la trêve internationale à partir du 12 septembre. Et ça serait à ce moment-là un PSG clairement au Parc des Princes. Nicolas Xismartov, c'est peut-être par le petit bout de la lorgnette où l'expression vaut ce qu'elle vaut, mais quand on dit que le PSG entre dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dimension, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Et si oui, pourquoi? C'est compliqué à dire. En tout cas, moi, je suis étonné par la sidération qui s'est emparée du pays aujourd'hui, aussi bien sur les réseaux sociaux que les images que vous avez pu montrer. C'est vrai que l'événement de la venue de Messi dépasse presque le cadre propre du PSG ou du football. Il y a quelque chose d'assez frappant. Maintenant, est-ce que le PSG rentre dans une nouvelle ère? Moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'il le ferait quand il aurait gagné la Champions League et pas avant. On rentre pas dans une nouvelle ère parce qu'on a recruté un joueur, on rentre dans une nouvelle ère parce que le joueur en question ou le recrutement ou l'équipe en question vous fait gagner des titres ou vous fait rentrer dans la légende. C'est ça la nouvelle ère. Parce que déjà avec Neymar, c'était une nouvelle ère. On avait parlé de la même chose quand d'autres grands joueurs pouvaient venir. Là, Messi, effectivement, est d'une dimension énorme. Maintenant, il reste à vivre justement la consécration. Messi, ça reste un des 2 joueurs les plus forts du monde actuellement. Avec Cristiano Ronaldo. C'était la volonté du PSG de recruter un des 2 joueurs. Là, l'opportunité a fait que c'était possible pour Messi cette année. Et ça tombe très bien parce qu'en plus, le championnat de France est dans grande difficulté et les clubs sont en grande difficulté économique. Donc, ça donne une nouvelle image au football français. Nouvelle ère aussi parce que c'est à Paris que tout se passe. Clairement, c'est une nouvelle équipe des Galactiques qui est mise en place par les référence au surnom du Real Madrid. Notamment le Real Madrid, voilà, quand il y avait Zidane, Figo, Ronaldo, etc. etc. C'est la nouvelle équipe des Galactiques ou des All-Stars si vous préférez. Le PSG devient le centre de l'Europe du foot et même du monde parce que Messi va attirer, Neymar l'a fait, mais Messi c'est encore plus fort que Neymar en termes de reconnaissance mondiale, donc ça va être mondial et forcément c'est une nouvelle ère pour moi pour le Paris Saint-Germain. Nicolas, sans chipoter, si Messi est aujourd'hui à Paris, puisque c'est désormais officiel, c'est aussi parce que le FC Barcelone ne pouvait plus s'offrir ses services à cause d'un nouveau règlement en Liga espagnole.
Oui, il y a clairement des dimensions économiques qui ont joué. On sort d'une période très singulière, celle de la pandémie. C'est c'est une situation assez originale. Hein. Le Messi n'a pas trahi, n'a pas déserté. C'est pas une rupture. C'est pas non plus une capture. Hein. C'est pas comme Neymar que le PSG avait été cherché, avait payé très cher pour l'avoir. Là, c'est un joueur libre qui arrive parce que Barcelone aussi traverse une période un peu difficile en tant que club et la saison qui s'annonce va être très délicate pour lui. Ce qui est intéressant, c'est là où le PSG effectivement peut-être entré dans une manière, c'est qu'il était la seule issue pour lui. C'est-à-dire que le seul grand club qui pouvait se permettre d'aujourd'hui de recruter Messi et de lui offrir une maison à la hauteur de ses ambitions, du statut qu'il pense être le sien, c'était le Paris Saint-Germain. C'est en ça peut-être que Paris a changé de dimension et c'était presque avant, puisqu'il était devenu la destination obligatoire quelque part pour un Lionel Messi aujourd'hui en Europe. François, quelles sont les informations, ce que l'on sait du contrat qu'a signé Lionel Messi? Alors ça a été officialisé par le Paris Saint-Germain. C'est bien un contrat de 2 ans, comme on vous le disait en début d'après-midi. 2 ans plus une année en option. En revanche, on n'a pas les détails sur le salaire. On aura sans doute des fuites qui vont arriver prochainement. Sans aucun doute. Ce qu'on dit sur le salaire de Messi, c'est que c'est bien moindre de ce qu'il touchait au Barça. Il avait déjà accepté d'ailleurs une baisse de 50% pour essayer de rester au Barça. Donc c'était aux alentours de 35 millions d'euros qu'il était prêt pour rester au Barça. Donc sans doute que c'est dans cette fourchette-là, 35-40 millions d'euros. C'est la fourchette haute au PSG, c'est la fourchette où il y a Neymar, ou peut-être il y aura Mbappé s'il prolonge au Paris Saint-Germain. Mais voilà, ça sera évidemment le joueur le mieux payé du Paris Saint-Germain et c'est tout à fait logique. François, Nicolas disait que on en avait beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, aussi dans les médias, parce que quelques chiffres, 672 buts en 778 matchs avec le Barça, c'est totalement monstrueux. On parle de, sans doute, pas le plus grand joueur de tous les temps, mais de 3, 4, il fait partie, on parle de Pelé, de Maradona, de Messi, on peut parler de Cruyff également, Di Stefano, mais dans le football moderne, contemporain, ça fait vraiment référence quand on parle de Lionel Messi. Oui, alors il y a les chiffres, évidemment, bon, c'est stratosphérique. Et puis il y a autre chose, moi je pense que Lionel Messi nous renvoie à notre enfance et aussi à notre amour du football. Parce que quand on voit sa personnalité, c'est pas une personnalité très brillante. C'est quelqu'un. C'est pas Neymar. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt réservé. D'ailleurs, il est plutôt casanier avec sa famille, etc. Il n'y aura pas de frasque avec Lionel Messi. Les conférences de presse, ça sera pas non plus ça sera pas du buzz. Faut pas s'attendre à ça. En revanche, sur le terrain, il se transforme. C'est le génie véritablement qui parle. Et là, ça parle à tout le monde, tous les amoureux du football, que l'on soit supporter du Barça, du PSG maintenant ou d'un autre club. On aime voir ce genre de joueur parce qu'il se passe toujours quelque chose sur le terrain. Il y a de la magie dans ses pieds, clairement. Donc il y a une histoire incroyable qu'on aura le temps de raconter de Lionel Messi qui est arrivé au Barça, qui aurait pu mesurer 1m50 et qui a dû prendre des hormones de croissance pour atteindre les 1m70 et faire son rêve, jouer au football. Mais il y a du génie dans les pieds de Messi et donc il procure de l'émotion. Et c'est ça, en fait, qui est plus fort encore que les chiffres, je trouve, avec Lionel Messi. C'est qu'on va avoir un joueur sur le terrain pour ça. On va regarder Messi et vous allez voir les matchs du PSG, peut-être uniquement en vous focalisant sur Lionel Messi. Il se passera forcément quelque chose. Nicolas, une dernière question en 10 secondes si c'est possible. Messi au PSG, est-ce que l'alchimie peut prendre avec les coéquipiers, avec le club, avec les supporters ? Il faut l'espérer. Moi, je pense que l'avantage, effectivement, c'est qu'il y a déjà Neymar, avec qui il a quand même une grande histoire. Ça reste à prouver. Moi, j'espère vraiment parce que c'est un artiste. J'ai eu la chance de le voir jouer au Nou Camp. C'est quelque chose de merveilleux. Au-delà, très bien été dit d'ailleurs, il y a les chiffres et il y a ce qu'il met sur le terrain et cette vision du jeu, ce sens... Cet amour aussi du ballon qu'il a toujours, c'est quelque chose d'incroyable. Même pour le moindre match aussi secondaire, comme une rencontre contre Alaves, il était surprésent, il avait des illuminations, des visions. J'espère que les Parisiens et puis les gamins de Brest ou d'Angers auront la chance de voir ce Messi-là sur le terrain. Merci beaucoup Nicolas Xismartov, merci beaucoup François d'avoir été avec nous dans BFM Soir pour évoquer donc l'arrivée, c'est officiel, de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. La situation sanitaire évidemment particulièrement préoccupante dans les Antilles, alors que la Martinique se barricade ce soir pour 3 semaines. Les premiers renforts arrivent, 240 soignants qui se sont envolés à 17h depuis Paris. Objectif, limiter la propagation du virus, mais aussi la saturation des hôpitaux. Hilal El Afley. La situation sanitaire ne cesse de se dégrader. En Martinique, tous les indicateurs sont dans le rouge. Le taux d'incidence toujours en hausse est de 1176 cas pour 100 000 habitants.
c'est 5 fois plus que la moyenne nationale. Des contaminations en cascade, près d'un test sur 5 sur l'île est positif, lorsqu'au niveau national, le taux de positivité ne dépasse pas les 4%. Les hôpitaux sont submergés, 60 malades sont placés en réanimation, 2 fois plus que lors de la 3e vague, 3 fois plus que lors de la seconde. La situation, elle est une situation de catastrophe sanitaire où en fait l'hôpital est débordé et pour soigner les patients, on n'a pas le capacitaire suffisant et des patients qui d'habitude auraient été pris en réanimation sont pris actuellement dans des étages d'hospitalisation classiques. Et ce qui ne leur donne pas toutes les chances de survie de ce qu'on aurait pu faire en temps habituel. Pour soulager le personnel médical sur place, 240 soignants sont partis de la métropole, dont une partie en direction de la Martinique. Aurélie vient de Rouen, elle n'a pas hésité une seconde. Je suis infirmière en service de réanimation et du coup on va en renfort parce que visiblement ils ont besoin d'aide et on a su nous aider quand c'était un petit peu la crise en Normandie. Maintenant c'est à nous de rendre l'appareil. Cette reprise épidémique et pression hospitalière est liée au retard de vaccination sur l'île. Les Martiniquais sont quasiment 3 fois moins vaccinés qu'au niveau national. Seul signe encourageant, les injections semblent progresser ces derniers jours. Cet après-midi, de 14h à 20h, on a vacciné 130 personnes, alors que hier, il y avait 14 personnes. Donc ça montre bien que ça augmente et que la population prend conscience. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est attendu ce jeudi en Martinique. Les soignants arrivés en renfort seront eux présents dans les hôpitaux dès demain. Bonsoir, commandant Alexandre Joissin. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la sécurité civile. C'est forcément des opérations, des opérations extrêmement délicates, d'envoyer des renforts, d'organiser tous ces renforts une fois sur place. Comment ça s'est préparé? Comment ça va se mettre en œuvre désormais? Alors ça s'est préparé de la manière suivante. Le centre opérationnel de gestion interministérielle de crise basé à Paris a eu cette commande de pouvoir organiser un détachement. Nous l'avons fait déjà plusieurs fois depuis l'été pour envoyer des moyens à l'extérieur, sur l'international, notamment en Grèce. On l'a fait encore ce soir en Macédoine. Et là, pour notre territoire national, la Guadeloupe et la Martinique, nous avons fait le même processus, c'est-à-dire nous avons sollicité les différentes zones et les différents départements pour lesquels les services d'incendie de secours ont répondu très rapidement. Et donc, des moyens ont été mobilisés aujourd'hui, 70 sapeurs-pompiers. 70 sapeurs-pompiers, mais comment ça se passe? En fait, vous avez un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on vous dit on a besoin de ça à tel endroit. Comment vous pouvez faire pour choisir le bon personnel et l'acheminer et le déployer sur place? Alors, c'est toujours la mission qui dicte les moyens qui vont être engagés. Là, pour les missions, c'est assez simple. Nous sommes sur des renforts des centres opérationnels départementaux, de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, besoin de personnel qui vont pouvoir armer ces centres opérationnels départementaux, avec un sous-préfet qui a été envoyé en engagement, qui est le directeur de cabinet d'ailleurs de la sécurité civile. Et ensuite, vous avez des moyens qui sont des sapeurs-pompiers, des sapeurs-sauveteurs qui ont été engagés pour pouvoir remplacer les sapeurs-pompiers dans les centres de secours qui ont été impactés par la Covid et donc pouvoir réaliser les missions de secours d'urgence aux personnes quotidiennes. À quel moment vont-ils être totalement opérationnels? Parce que, pardon, mais quand on part aux Antilles, on peut aussi être un peu fatigué, même si là on est professionnel évidemment et des soins et des secours. Mais comment ça se passe? Ils vont être opérationnels dès demain matin, heure locale? Oui, très rapidement. C'est-à-dire que là, les équipes savent s'économiser. Dans l'avion, il y a déjà une phase de repos. Les chefs de détachement vont prendre les missions très rapidement dès leur arrivée avec les décisions des préfets. Et puis derrière, les équipes vont pouvoir être engagées. Comme je vous le dis, ce sont des missions que nous avons l'habitude de faire sur le territoire métropolitain. Ce sont les mêmes missions qui vont être réalisées. L'objectif, c'est vraiment de renforcer l'île de la Guadeloupe et de la Martinique pour pouvoir alléger le dispositif sur place pour les équipes qui sont déjà touchées par la Covid ou qui ont déjà travaillé et œuvré dans des conditions difficiles. Et puis épauler sur des missions qui peuvent être connexes, c'est-à-dire la troisième partie qui pourrait être des missions supplémentaires demandées par les préfets. On sait qu'il y a eu quelques incidents, notamment en Guadeloupe, qu'il y a parfois de la tension aussi sociale avec la tension sanitaire qui se rajoute, ce confinement pour la Martinique. Est-ce que là aussi, le personnel que vous envoyez sur place est habilité, sait gérer ce type de situation?
Alors je pense très clairement que là, le fait d'envoyer un détachement qui va être en renfort, qui va être là pour aider la population, devrait être perçu de manière positive. Ensuite, sur le deuxième aspect, l'organisation se fait toujours en coordination avec l'échelon local, donc avec les préfets de Martinique et de Guadeloupe. Je pense que cette articulation-là, avec des personnes qui connaissent très bien le territoire, puisque dans les renforts, on a aussi des personnes qui sont issues de la Guadeloupe et de la Martinique, donc qui connaissent très bien ces secteurs-là, font que la mission va se dérouler dans de bonnes conditions. Patrick Berche, vous êtes toujours avec nous. C'est à la fois une bonne nouvelle, la solidarité de la métropole, mais c'est aussi un peu tard. Ce n'est pas un reproche que je fais évidemment, voilà, mais que la situation est à ce point préoccupante que tous ces renforts-là vont arriver un peu tard. C'est sûr que la situation s'est très rapidement dégradée du fait de l'absence de mesures barrières, de la très faible immunisation de la population. C'est peut-être pas trop tard. Le confinement devrait mettre un coup d'arrêt s'il est respecté, mettre un coup d'arrêt, donc on risque de voir une amélioration de la situation d'ici une quinzaine de jours, progressivement, mais c'est quand même très préoccupant. Et on voit aussi la même situation d'ailleurs en Océanie, qui se reproduit dans ces îles qui sont peu vaccinées, qui vivent en vase clos. Il y a aussi peut-être un effet inoculum, c'est-à-dire que les gens sont exposés. Le virus circule énormément puisqu'on le retrouve lors des tests systématiques chez près de 20%. Et donc probablement les gens sont multicontaminés à de nombreuses reprises, ce qui peut aggraver et entraîner même des formes graves chez les jeunes. On entend souvent l'expression, Patrick Berche, une épidémie de non-vaccinés. C'est aussi votre analyse ? Alors oui, dans l'ensemble, c'est des non-vaccinés, mais on peut malheureusement les vacciner. Aucune vaccination ne protège à 100%. Les vaccinations utilisées en France protègent pratiquement à 95% pour les formes graves, et ça c'est déjà un acquis formidable. Et puis à 90%, c'est-à-dire qu'on a 10% de formes symptomatiques pas très graves. Et puis malheureusement avec le variant Delta, on peut avoir une contamination en plus faible nombre chez les vaccinés. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir les mesures barrières chez les vaccinés et ne pas relâcher les mesures barrières parce qu'on est vacciné. Donc vigilance, il faut vacciner le maximum de gens et on pourra éviter qu'à l'avenir on ait d'autres vagues qui submergent comme ça des îles du Pacifique ou de l'Atlantique, malheureusement. William Tay, ça rappelle des scènes, des allers-retours, des transferts que l'on a vécu pendant la première vague. C'est-à-dire qu'on a beau se dire que plus de la moitié de la population française est désormais vaccinée, même si ce n'est pas le cas en Outre-mer. On revoit des images que nous avons déjà vues qui avaient marqué en leur temps. Vous soulignez, vous faites un bon point de comparaison en fait, quand on regarde la situation en Martinique et en Guadeloupe. En fait, pour eux, quand on regarde les vagues précédentes, c'est leur véritable première grosse vague. Et je pense que c'est ce qui explique le faible taux de vaccination dans la mesure où ils n'ont pas vécu le même stress que nous. Par exemple, si on fait la comparaison sur pourquoi est-ce que les pays européens ont moins bien réagi que les pays est-asiatiques, c'est parce qu'ils avaient le traumatisme du SRAS 1. Nous, ensuite, après, on a réagi efficacement en voyant le traumatisme de la première vague, avec notamment ce qui s'est passé en Italie où il fallait trier les morts dans un premier temps. Donc, du coup, on a réagi efficacement pour la deuxième et la troisième, et du coup la quatrième vague. Et c'est le premier point de comparaison. Ensuite, sur la question des dom-tom, c'est l'accentuation des fractures sociales et territoriales que l'on vit dans le territoire métropolitain en encore plus poussé, auquel il faut rajouter la défiance à l'égard de l'État métropolitain et également des autorités publiques. Parce que quand on regarde la philosophie locale, plus en plus ça a été rappelé par un intervenant sur la question du passé et du contexte historique. Donc je pense que tous ces facteurs, bien sûr, tous ces facteurs ont aggravé en fait la crise de défiance à l'égard de l'État central. Par contre, je pense qu'il y a un bon point. C'est le fait que comme c'est leur première vague, il est présupposé que dans les vagues suivantes, s'il y en a, que les personnes aillent se faire vacciner avec le traumatisme qu'ils auront eu pour cette quatrième vague, qui est leur première grande vague pour eux. Le deuxième point, c'est que l'État central, donc l'État métropolitain, a joint les paroles aux actes, en non seulement envoyant un ministre, puis en plus des renforts pour aller soutenir la population. Et quatrième point, je pense que les préfets maintenant, ayant l'expérience de ce qui s'est passé lors de cette vague, vont plus agir avec les acteurs locaux pour mieux comprendre et adapter les mesures de restriction s'il y a des prochaines vagues, pour mieux agir sur le terrain. Commandant Joissard, est-ce que vous avez aussi le sentiment de faire un peu les porte-paroles, même indirects, de dire voilà, on vient vous aider, mais il faut
il faut aussi que vous fassiez un effort sur le respect des gestes barrières, sur la vaccination dans le cadre de la liberté individuelle. Mais est-ce que vous représentez aussi cela, le personnel que vous avez envoyé sur place, qui représente cette espèce d'attitude ou de... Oui, c'est un message d'ailleurs qu'on a passé dès aujourd'hui à Orly lorsqu'on a envoyé les personnels soignants et puis les membres de la sécurité civile en renfort. C'est un premier message. Ensuite, le deuxième message, c'est de dire on envoie des soignants, on envoie des sapeurs-pompiers qui ont l'habitude, qui ont vécu des phases de Covid, des vagues de Covid violentes, et donc qui vont pouvoir aussi transmettre ce savoir en l'expliquant. Voilà, on a vécu cela en métropole, on a vécu des moments difficiles. Maintenant, à vous aussi, population, le premier acteur de la sécurité civile, on le dit souvent, nous, c'est le citoyen. Donc l'objectif, c'est aussi de transmettre ces messages. Le confinement va nous aider sur la partie sécurité civile, je tenais à le dire, parce que on l'a vu, nous, durant cette phase d'un an et demi de Covid. Lorsqu'on est en période de confinement, on a moins d'interventions, donc on va moins solliciter les soignants et les secours sur des interventions du type intervention secours routier. Et donc, c'est des effectifs qui vont pouvoir servir à aider sur cette période de Covid. Patrick Berche, une dernière question pour vous. L'objectif de ces renforts, de ce confinement, c'est de limiter l'ampleur de cette vague avant, si possible, d'en empêcher une suivante ? C'est pas vraiment les secours qui vont limiter, parce que le mal est fait. On va avoir beaucoup d'hospitalisations et beaucoup de gens en réanimation. Mais c'est un support énorme pour pouvoir prendre en charge les patients. Quand vous avez des dizaines de médecins, de pompiers, etc. qui arrivent, ça va être une aide considérable. Et ça évitera des transferts toujours très lourds vers la métropole. Donc c'est un appoint très important à un moment crucial. Mais ce qui va contrôler l'épidémie dans ces îles, c'est surtout le confinement. Comme il a été très bien dit, ils sont à une première vague en fait. La première vague en France a été très meurtrière. Et parce que personne n'était vacciné. Donc, pas de mesures barrières plus l'absence de vaccination, ça fera beaucoup d'hospitalisations et malheureusement, on verra pas mal de victimes et de décès au cours de cette vague. Et ensuite, peut-être la population sera convaincue qu'il vaut mieux prévenir par la vaccination, qui est une vaccination très efficace et sûre. Commandant, je vois ça. Je sais qu'évidemment, les personnels encore que vous envoyez sur place sont... et motivés et compétents, mais est-ce qu'ils sont habitués, pas habilités, mais habitués à avoir ce type de situation, à savoir des patients peut-être dans des états très particuliers, des personnes âgées, des personnes fragiles, parfois avec un niveau social extrêmement faible. Comment ils appréhendent ça, en fait ? Comment ils sont formés et comment ils le vivent et ils le traduisent après en acte ? Alors, vous dire tout de suite que c'est ce qu'on vit en territoire métropolitain. Et donc, ces équipes-là ont déjà vécu ces vagues, ont déjà vécu d'avoir des patients dans des états terribles. Et on a été les premiers, d'ailleurs, sur les dispositifs, à avoir les tenues adaptées, à avoir... c'est quoi la tenue adaptée, les équipements de protection individuelle, les masques. Au tout début, il faut se rappeler, le tout début de la crise, lorsque les sapeurs-pompiers étaient équipés avec des tenues adaptées, avec des masques, avec des lunettes sur certaines situations, et se rendaient... que ce soit à l'hôpital ou dans certaines zones, on disait les sapeurs-pompiers en font trop. La suite nous a donné raison sur la partie du dispositif de protection individuelle. Et au-delà de ce dispositif-là, puisqu'on doit aussi garder de l'humilité, je pense qu'il est très important de dire on a vécu des situations difficiles. Les personnes qu'on envoie ont cette expérience-là et donc vont pouvoir faire face à ce niveau dont vous avez parlé, de difficultés et sociales et de difficultés sanitaires. William Thay, c'est un moyen... pour l'Élysée, de faire de la communication par l'exemple, à savoir de personnel qualifié, vacciné, équipé, compétent, à l'écoute. C'est aussi peut-être le meilleur moyen de convaincre les réticents. Oui, bien sûr, parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a une question de défiance vis-à-vis de l'État français. Et donc, du coup, surtout, s'il y avait uniquement le corps nu qui venait, mais sans acte qui joignait la parole, ça aurait été très compliqué, parce que ça aurait été... Les gens auraient considéré que le politique... Le représentant de l'État, voilà. Voilà, tout à fait. Ils auraient dit uniquement, ils viennent uniquement pour parler, mais ils ne joignent pas des actes. L'avantage de ce dispositif, en joignant la question des soignants, plus l'aide de la sécurité civile, c'est qu'en fait, l'État montre qu'il est au service de la population et qu'il est là pour aider. C'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est
c'est que si l'État central envoie des secours, c'est-à-dire que la situation est vraiment grave. Ça veut dire que ça peut conduire à un réveil de conscience dans ces deux îles, Martinique et Guadeloupe. Et puis après, troisième point, c'est le fait d'aider la situation hospitalière locale, qui est très compliquée. Je crois qu'il y a moins de 60 lits de réanimation dans ces deux endroits. Donc ça permet de désengorger un tout petit peu les hôpitaux et de pouvoir assister à la population qui est plus démunie que dans la métropole. Merci beaucoup, William Tell, d'avoir été sur le plateau. Merci également, commandant Joissard. Merci à Patrick Berche d'avoir passé une partie de la soirée avec nous en direct pour vivre évidemment et analyser cette situation. L'actualité, ce sont également ces deux hommages rendus aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. Hommage au père Olivier Maire, une messe ce matin et une veillée qui s'est achevée vers 22h. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à celui qui est tombé sous les coups de l'homme qui l'hébergeait. Le frère du prêtre Olivier Maire a accepté de se confier sans être enregistré. Il raconte le choc, il raconte la douleur et il évoque aussi ce suspect d'origine rwandaise. Aucune haine contre lui, ce sont ses mots. Mathias Tesson. Olivier Maire avait 60 ans. Il laisse derrière lui 2 parents, âgés de 85 et 87 ans, ainsi qu'un frère, âgé de 59 ans, Jérôme, qui a accepté de se confier à BFM TV. L'homme, des sanglots dans la voix, nous explique pour commencer qu'il a appris les détails du crime par la presse. C'est un choc pour nous d'apprendre comment sa vie se termine. On aurait préféré qu'on nous dise qu'Olivier était décédé d'un malaise ou d'un problème cardiaque plutôt que d'apprendre comment il a été tué. Jérôme Maire dit aussi que le ministre Gérald Darmanin a appelé ses parents en personne pour exprimer son soutien. Puis, nous en venons à cet homme, ce suspect d'origine rwandaise, qui a avoué les faits et dont Olivier Maire avait brièvement confié l'existence à ses parents. Dans la famille, nous n'avons pas de haine pour cette personne. On prie pour lui et pour mon frère. On n'a aucun jugement sur ce qui a été fait. Simplement, on se dit que c'est une vie qui se termine tôt. Le prêtre n'avait d'ailleurs pas fait état à sa famille du passé judiciaire de l'homme qui l'hébergeait. Olivier Maire avait été ordonné prêtre à Saint-Laurent-de-Sèvre en 1990. Il a passé sa vie à voyager pour aller au contact des autres. Il avait fait de l'accueil des étrangers des marginaux l'un de ses combats. J'aimerais qu'on retienne la vision de mon frère Olivier, accueillir tout le monde. Olivier disait tout le temps, quand on reçoit les gens, on ne se demande pas ce qu'ils ont fait de mal, on se demande ce qu'ils ont fait de bien. Voilà, c'était ça mon frère. Olivier Maire sera probablement inhumé à Saint-Laurent-de-Sèvre, comme les autres prêtres de la communauté. Une cérémonie à Besançon, d'où est originaire la famille, est également envisagée. Il est 23h, bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans BFM Soir si vous nous rejoignez. Voici les titres. Le plan blanc déclenché en Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence y est 4 fois supérieur au seuil d'alerte. Ce sont les départements du littoral qui sont les plus touchés. Situation extrêmement compliquée dans les territoires d'outre-mer. L'état d'urgence sanitaire va être déclaré demain par décret pour la Polynésie française. Ce sera lors du Conseil des ministres. Le reconfinement pour 3 semaines de la Martinique a débuté. Service de réanimation bondé, taux d'incidence qui explose. Le gouvernement évoque une situation catastrophique. Lionel Messi a bien signé à Paris. Le footballeur argentin est arrivé cet après-midi, accueilli par des dizaines de supporters. Après la traditionnelle visite médicale, l'ex-star du FC Barcelone a donc signé son contrat. 2 années plus 1 en option. Il portera le numéro 30. On en sait plus sur le meurtre du père Olivier Maire. L'autopsie a montré 6 lésions à la tête, des coups violents. Alors que le suspect est toujours en service psychiatrique, nous avons recueilli le témoignage du frère de la victime. Et pour débuter, donc, un point sur la situation sanitaire avec les Antilles qui inquiètent. La Martinique se barricade ce soir pour 3 semaines. Et les premiers renforts arrivent. 240 soignants qui se sont envolés à 17h depuis Paris. Marie Conan. Hésiter une seconde pour aller sauver des vies de l'autre côté de l'Atlantique. Nous demandons à l'ensemble des passagers voyageant sur les vols Air Caraïbes de bien vouloir préparer les documents suivants. Ils sont 240 à avoir répondu à l'appel à l'aide du ministère de la Santé. On a eu le message dimanche et la réponse a été faite lundi matin. Ce premier contingent part pour